Le baobab qui raconte. The baobab divertelle. The baobab tells. Le baobab qui raconte. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le baobab qui raconte. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la santé. Avant tout, les nouvelles mesures sanitaires nous obligent à porter le masque en présence d'un invité. Alors aujourd'hui, je reçois sur mon plateau Trésor Kwadjo, qui est le coordinateur du projet Cool and Safe. Alors bonjour Trésor. Oui, bonjour. Bienvenue sur mon plateau. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste le projet Cool and Safe? Ok. Donc, je m'appelle Trésor Kwadjo, je travaille à la plateforme Prévention SIDA et je suis en charge de tout ce qui est dépistage, donc à savoir dépistage VIH et dépistage de l'hépatite C, et cela fait maintenant 4 ans. Et donc, le projet Cool and Safe, au fait, c'est le projet migrant de la plateforme Prévention SIDA, parce qu'il faut savoir que depuis quelques années maintenant, la plateforme Prévention SIDA met l'accent sur la problématique des migrants au sein de ses activités. Et donc, le projet Cool and Safe est un projet qui regroupe différents sous-projets à destination des populations migrantes sur la région de Bruxelles et la Wallonie. En termes de quantification des personnes atteintes du VIH et de la séropositivité, est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres mondiaux et belges? Ok. Donc, il faut savoir qu'au niveau mondial, en tout cas les derniers chiffres qui ont été publiés par l'OMS, en 2019, on comptait plus ou moins 38 millions de personnes qui vivaient avec le VIH. Donc, 38 millions de personnes qui étaient porteuses du VIH. En termes de nouvelles contaminations, toujours en 2019, on estime à plus ou moins 1,7 million le nombre de nouvelles contaminations du VIH, donc le nombre de nouvelles personnes qui ont contracté le VIH. Donc ça, ce sont les chiffres au niveau mondial. Après, si on s'intéresse au niveau européen, au sein de l'Union européenne, en 2018, on estimait plus ou moins à 26 000 le nombre de nouvelles contaminations de personnes séropositives. Maintenant, si on ramène le cas au niveau de la Belgique, en Belgique, on est plus ou moins chaque année entre 800 et 900 nouvelles contaminations. Donc, si on prend les derniers chiffres, en tout cas qui ont été publiés par Sciences Anno, qui est l'ancien Institut national de santé publique, au 31 décembre 2018, on était plus ou moins à entre 800 et 850 nouvelles contaminations. À savoir qu'au niveau de la Belgique, les populations clés au sein de laquelle la prévalence du VIH reste assez élevée sont les communautés HSH. Donc, lorsque je parle du HSH, ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et si, par contre, on s'intéresse aux contaminations hétérosexuelles, dans ce groupe-là, ce sont les personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui sont les plus touchées. Et dans ce groupe, les femmes sont les plus touchées par rapport aux hommes. Okay. Est-ce que vous pouvez nous apporter, nous nuancer la différence entre une personne qui a contracté le VIH et une personne qui est séropositive? Il faut savoir, je dirais que c'est plus ou moins la même chose au fait. Donc, au fait, lorsqu'on parle de séropositivité, c'est une personne qui a été dépistée positive au VIH. Donc, c'est quelqu'un qui est porteur du VIH. Par contre, la différence est à faire avec le fait lorsqu'on parle de SIDA. Donc, là, on parlera de SIDA, au fait, lorsque d'abord la personne séropositive, c'est une personne qui est en bonne santé, donc c'est important de le signifier, et qui a une très bonne immunité. Donc, c'est une personne comme vous et moi qui a une bonne immunité, qui est en bonne santé, qui ne présente aucun signe d'une quelconque maladie. Par contre, le stade SIDA, c'est lorsque cette personne ne recevra pas de traitement, au fil des années, qu'est-ce qui va se passer? Le virus qui va s'attaquer à son système immunitaire va affaiblir le système immunitaire de ce dernier, et ce dernier va commencer à présenter des maladies ou même des cancers. Et donc, c'est à ce stade-là qu'on parlera de SIDA. Donc, dans un premier temps, on est séropositif, et si on ne prend pas de traitement, on arrive au stade SIDA. Donc, il y a une toute petite nuance à faire entre ces deux termes. Parce que généralement, les personnes utilisent le terme SIDA alors que ce n'est pas le terme approprié au fait. En tant que mère, en tant que femme, est-ce que étant atteinte de séropositivité, est-ce que je peux porter un enfant? Est-ce que je peux allaiter un enfant? Oui. Ok, très bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les thérapies actuelles, il est tout à fait possible à une mère séropositive de contracter une grossesse et de donner naissance à un nouveau-né séronégatif. Un enfant en forme? Un enfant tout à fait en forme, avec un bon poids de naissance, en très bonne santé et qui est séronégatif. Et pour aller même plus loin, aujourd'hui, il y a le concept qu'on appelle I égale I, donc le concept indétectable égale intransmissible, donc en acronyme I égale I, qui est le fait qu'aujourd'hui, la communauté scientifique est tout à fait unanime pour dire une personne séropositive sous traitement qui atteint une charge virale indétectable grâce à son traitement, ne transmet plus le VIH, même lors du rapport sexuel non protégé.
Et donc, ça veut dire quoi? La charge virale indétectable, c'est le fait que lorsqu'on met quelqu'un sous traitement, lors de son suivi sérologique, il y a un paramètre qu'on appelle la charge virale, donc qui est la quantité de sang qu'on mesure dans le sang de ce dernier-là. Et donc, avec l'effet des traitements actuels, donc en 4 à 6 mois, lorsqu'on met une personne nouvellement sous traitement, si elle adhère bien à ce traitement et qu'elle respecte bien son traitement, en 4 à 6 mois, on arrive donc à diminuer cette quantité de virus dans le sang de la personne à tel point qu'on n'arrive plus à voir le virus dans le sang. Et donc, une fois qu'on va arriver à ce stade-là, on dira que cette personne est en charge virale indétectable et cette personne, dès lors qu'elle arrive à ce stade-là, elle ne peut plus transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Et donc, aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où, avec les traitements aujourd'hui, on arrive à casser la chaîne de transmission du virus. Okay. Pour revenir aux problématiques liées au dépistage tardif en Europe et en Belgique, pourquoi, selon vous, les gens tardent à se tester? Donc, en tout cas, l'un des constats, en effet, qui a été fait, c'est que certes, les dépistages se font, mais un cas sur deux, ce sont des dépistages qui sont faits à un stade tardif. Donc, peut-être lorsqu'on parle de stade tardif, qu'est-ce que cela signifie? Au fait, c'est le fait que lorsque les personnes vont contracter nouvellement le VIH, en tout cas, lorsqu'on prendra un risque, elles n'auront pas le réflexe de se dire « Tiens, je pense que j'ai pris un risque, je vais me faire dépister pour savoir si je n'ai pas contracté le VIH. » Et donc, les personnes n'étant pas dans cette démarche proactive-là, lorsqu'elles vont contracter le virus, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles seront séropositives, mais le fait qu'elles ne le savent pas, elles restent en bonne santé, elles vont continuer de transmettre le virus si jamais elles ont des rapports sexuels non protégés et elles ne se feront dépister qu'un jour, par exemple, où lorsqu'elles se sentiront mal, elles développeront certains signes. Et donc, le dépistage étant fait quelques années plus tard, c'est pour cela qu'on parle de dépistage tardif, au fait. Et cela a un impact justement sur la chaîne de transmission, vu que tout à l'heure, lorsque je vous ai expliqué, plus tôt on met quelqu'un sous traitement, plus tôt cette personne va arriver à une charge virale indétectable et on rompt la chaîne de transmission du virus. Parce que plus tôt on vous met sous traitement, l'organisme étant encore en bon état, répond favorablement à ce traitement. Contrairement où si le dépistage est fait à un stade tardif où il y a déjà une faiblesse immunitaire qui est installée, certes le traitement sera mis en place, mais la réponse au traitement ne sera pas aussi rapide que si le traitement avait été initié un peu plus tôt. Donc pour rectifier les choses, comment on contracte le VIH? Donc comment est-ce qu'on contracte le VIH? Très bonne question. Il faut savoir qu'il y a 3 modes de transmission. Donc, le premier mode de transmission, donc, le plus général, ce sont les rapports sexuels, donc les rapports sexuels non protégés. Autre mode de transmission, ce sont les contaminations par contact direct avec du sang. Donc, par exemple, lors de transfusions sanguines ou lorsqu'on utilise du matériel souillé par du sang, notamment chez les usagers de drogue, par exemple, où il y a du partage de seringues. Et le dernier mode, c'est la transmission mère-enfant, qui aujourd'hui, en tout cas dans le contexte européen, il est très rare aujourd'hui de voir une mère séropositive qui mettra au monde un enfant séropositif. Donc pour casser les mythes, on ne contracte pas le VIH par la salive. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on contracte le VIH par la salive. Tout à fait. Donc, hormis ces 3 modes de transmission que je viens de citer, à savoir les rapports sexuels non protégés, le contact direct avec du sang, la transmission verticale, donc la transmission mère-enfant, il n'existe aucun autre mode de transmission du VIH, notamment la question de la salive, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, M. Trésor. C'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, nous allons recevoir Raphaël, qui est agent de terrain pour le projet Cool and Safe. Alors Raphaël, en tant qu'agent de terrain, en quoi consiste concrètement votre rôle sur le terrain? Alors mon rôle consiste à faire de la sensibilisation autour de la santé sexuelle, donc pour sensibiliser par rapport au VIH et aux autres maladies sexuellement transmissibles. Je fais du dépistage non médicalisé pour le VIH et l'hépatite C. Cela se fait à la fois dans nos locaux et également dans des quartiers où il y a une grande fréquentation de populations d'origine étrangère. Est-ce qu'il y a une espèce de frein, de réticence par rapport à votre campagne de sensibilisation? Parce qu'il faut savoir que dans la communauté, le VIH, le sida, c'est un peu des sujets un peu tabous. Donc comment vous vous y prenez en termes de sensibilisation? Les réactions sont mitigées, mais j'avoue que de manière majoritairement, c'est vrai qu'il y a une certaine hostilité. Tout comme il y a aussi une reconnaissance, au fait, le fait de savoir que plutôt que de rester uniquement dans nos locaux, on prend la peine de sortir de chez nous et aller directement à l'encontre
de ces populations-là, dont certains et certaines n'osent pas spécialement faire les démarches d'aller dans une clinique pour différentes raisons qui sont personnelles. Alors du coup, oui, il y a une reconnaissance aussi de ces populations-là. Il y a des personnes qui eux-mêmes sont également sensibilisées au cours des entretiens. Eux-mêmes disent que voilà, ils ont déjà fait du dépistage auparavant, donc on voit qu'ils sont reconnaissants de voir qu'il y a des travailleurs qui sont issus de la même origine culturelle qu'eux. Donc ça les pousse à se sentir en sécurité. De voir d'autres personnes africaines qui justement parlent du sida, des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder. Et il y a des personnes surtout des femmes, qui elles-mêmes s'investissent dans leur pays d'origine et ici en Belgique pour sensibiliser autour de ça. Donc on se reconnaît entre nous en tant que travailleurs. Et parfois il y a également, malheureusement de l'hostilité également. Donc c'est vrai que c'est un travail sur soi et c'est un travail aussi dans la communication, de se protéger soi tout en essayant du mieux qu'on peut de communiquer avec eux en leur rappelant l'importance de parler de ce genre de sujet-là, parce que la santé sexuelle, c'est aussi quelque chose qui est important. Et avec les jeunes, comment ça se passe, les préadolescents, les adolescents, est-ce qu'ils sont réceptifs à vos messages? Justement, oui, c'est ça qui est bien, c'est que c'est la jeune génération post-2010 jusqu'à aujourd'hui est beaucoup plus réceptive à ça. Voilà, la sexualité avec les nouvelles générations devient de moins en moins tabou. On a beaucoup accès à l'information, mais après, malheureusement, c'est vrai que la volonté de s'informer n'est pas toujours là. Et du coup, lorsque l'occasion se présente d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat autour de ça, ça fait qu'ils se sentent rassurés justement de pouvoir parler de ça. Donc c'est vrai que l'hostilité, c'est vrai que c'est plus envers les personnes qui sont plus âgées qu'eux. L'ancienne génération. L'ancienne génération et la nouvelle génération qui est plus flexible et tout, et qui ne s'enferme pas dans des cas justement qui sont beaucoup plus open mind, c'est comme ça. on dit, oui. Voilà. Donc c'est une sorte de mai 68, mais à l'africaine, je dirais. Eux aussi, voilà, à un moment, ils ont aussi besoin de s'exprimer, de s'ouvrir, lorsqu'ils ne peuvent pas parler de certaines choses dans leur propre communauté, dans leur propre famille. Ben c'est un exutoire, au fait, c'est une forme d'oasis, au fait, de pouvoir, se dire, je me sens en sécurité, il y a un travailleur de terrain qui est africain comme moi, ou qui est d'une autre origine que belge, blanche, et justement avec lui, ben, on se comprend, on peut parler de ça, et ça les rassure en fait. Et en termes de message avec les personnes en situation irrégulière, est-ce que c'est le même message, c'est la même stratégie de communication, ou est-ce que vous y prenez de manière totalement différente? C'est une manière différente, mais ça dépend vraiment de comment la personne parle avec nous. Il faut prendre en compte la sensibilité, le background, et tenir en compte du fait qu'une personne, par exemple, qui est demandeur d'asile, il faut savoir qu'il y a des traumatismes qui résultent de tout son parcours entre fuir son pays. Il a dû fuir des choses très personnelles. Si c'est une femme qui a dû fuir certaines pressions religieuses, communautaires, des violences sexuelles, est-ce que c'est des homosexuels qui ont fui l'homophobie ou simplement une personne, peu importe comment sont ses attirances, est-ce que voilà, toutes les démarches administratives et tout, les discriminations qu'il a dû subir, il y a des traumatismes. Donc voilà, c'est faire attention comment on les accueille. Et c'est au cours de l'entretien, lorsqu'on voit comment eux, ils nous parlent, qu'on adapte un peu notre langage pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent que nous ne sommes pas le genre de personnes qui allons les dénoncer. Comme je le répète, je disais avant, on cible des personnes d'origine étrangère, notamment des personnes afro-latino-caribéennes. Donc on est conscient de ces discriminations qui sont institutionnalisées. Et en fonction de ça, donc, on comprend leur situation et du coup, on est apte au fait à être réceptif à certaines formes de vulnérabilité. Et en fonction de ça, alors on peut aller plus profondément vers ce qui est beaucoup plus intime, comme la santé sexuelle. Et voilà, nous sommes en contact avec les médecins compétents s'il faut approfondir l'accompagnement au cas où. Donc en tant que personne en situation irrégulière, est-ce que justement le fait d'aller vous parler
comment dire, ne m'ouvre pas justement l'opportunité de me faire expulser ou de m'attirer des problèmes judiciaires par rapport à mon irrégularité. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'une personne sans papier se sent en sécurité avec vous, se sent de manière confidentielle avec vous, ou est-ce qu'il y a vraiment cette pression de Damoclès au-dessus de sa tête qui dit attention, je vais parler à un agent légal de terrain pour rapport à ma situation, est-ce que la personne ne risque pas d'aller me dénoncer aux autorités? Comment ça se passe, cette confiance? Comment vous établissez cette confiance justement avec les sans-papiers? Il y a le fait déjà qu'il y a une transparence par rapport à notre mission. On leur donne nos coordonnées. Si on avait des mauvaises intentions, ils pourraient très bien faire des démarches judiciaires contre nous, mais voilà, nous ne sommes pas comme ça. Quand je le répète, nous sommes sensibilisés à la situation des personnes ici de cette communauté-là. On rappelle la confidentialité de l'entretien. On appelle ça counseling avant de faire le dépistage. Donc, c'est toutes ces choses-là, cette transparence qui fait que la personne sait qui nous sommes vraiment, qu'on comprend ce qu'ils vivent, on est sensibilisé à leur parcours, ils se reconnaissent aussi envers des personnes de la même origine ethnique qu'eux. Et voilà, je pense que lorsqu'on a établi les bases, voilà, ils se sentent à l'aise pour dire ce qu'eux, ils ont envie de dire. On leur donne les informations dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Et comment cela, ça se passe, par exemple, une personne en situation irrégulière qui n'a pas de mutuelle, justement, comment cette personne fait pour suivre les traitements adéquats? Nous sommes en contact avec les services médicaux, justement, où on fait les démarches nécessaires pour qu'ils puissent avoir accès à ces soins-là. C'est comme le coming out, hein, c'est dire comme ça, voilà, je suis séropo. C'est déjà difficile de le dire, donc il y a des confidences où ils disent, voilà, j'ai du mal à m'engager dans une relation amoureuse sur le long terme parce que après, s'il faut aller chez le médecin, il faudrait révéler que je suis séropo. Et alors, certains disent, dans la communauté, les gens parlent, donc il y a cette vulnérabilité-là, ces craintes justement qui sont exprimées. Mais chez nous, à la plateforme Prévention SIDA, il y a un service qui est comme un groupe de parole où on accueille ces personnes-là qui sont issues d'origine étrangère à la Belgique pour qu'ils puissent s'exprimer en toute confidentialité. Ils sont en contact et en relation avec des pairs. Donc ça contribue aussi à les rassurer pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Parce qu'on peut croire qu'on est seul et finalement, dès qu'on arrive dans un cadre où on a accueilli selon les spécificités de son vécu-là, ça peut contribuer à les rassurer, se dire « Ah voilà, je ne suis pas seul, il y a d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres personnes transgenres ou non-binaires qui vivent la même chose que moi. » Et ça peut déjà libérer quelque chose et au fur et à mesure, voilà, on apporte l'aide du mieux qu'on peut pour qu'ils puissent se sentir bien par rapport à eux-mêmes et affronter le monde extérieur en étant la tête haute, quoi, sans avoir peur de sa séropositivité. Donc pour rebondir sur ce que Trésor a dit, est-ce qu'une personne en charge virale indétectable peut transmettre le VIH? Non. Donc il y a des traitements justement qui permettent aux personnes ayant le VIH de ne pas transmettre le virus. Alors, merci Raphaël pour ton intervention. Et donc sans plus tarder, nous allons recevoir Trésor qui va nous expliquer un peu la semaine mondiale du VIH et des hépatites. Alors, est-ce qu'il y a aussi un accompagnement psychologique par rapport aux personnes en situation irrégulière, par rapport à la discrimination, à l'exclusion au sein de sa propre communauté? Comment cela ça se passe? Parce qu'on sait très bien qu'une personne qui est étiquetée une personne qui a contracté le sida ou une personne qui est séropositive, comment cette personne s'adapte justement au sein de sa communauté? Donc tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir, est-ce que le fait qu'on soit sans papier ne représente pas peut-être un frein à venir se faire dépister dans la mesure où on s'emmènera à demander
Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire dénoncer? Est-ce qu'on va recevoir les traitements et tout ça? Donc, il faut savoir qu'à la plateforme, sur le projet dépistage qu'on a, nous sommes en collaboration avec les centres de référence VIH, donc qui sont les centres où sont pris en charge les personnes séropositives. Et donc, nous, l'objectif pour nous, ce n'est pas de dénoncer le statut administratif des personnes qui viennent chez nous. Bien au contraire, c'est plutôt de leur offrir une opportunité pour entrer dans les soins. Et donc, de cette collaboration qu'on a avec les centres de référence VIH, lorsqu'on reçoit des personnes sans papier qui sont dépistées séropositives, un accompagnement est proposé à ces personnes directement au niveau des centres de référence VIH où la confirmation est faite en ne tenant pas compte de leur statut administratif d'un premier temps, parce que pour nous, l'urgence, c'est que le statut de la personne soit confirmé et qu'elle démarre un traitement. Après, maintenant, il faut savoir que vu que c'est une maladie chronique et donc c'est un traitement au long cours, le centre ne pourra pas prendre en charge le traitement de la personne, mais il existe des outils sur lesquels on peut jouer pour que la personne puisse continuer à recevoir son traitement. Et parmi ces outils-là, il y a ce qu'on appelle l'aide médicale urgente, qui est justement un dispositif qui est mis en place ici en Belgique pour permettre justement aux personnes sans papier de pouvoir recevoir un traitement lorsqu'elles en ont besoin. Et le traitement VIH rentre justement dans ce cadre-là. Merci pour ces clarifications. Alors, en quoi consiste concrètement la semaine européenne du dépistage du VIH et des hépatites? Voilà, et donc la semaine européenne du dépistage, donc on a abrégé la Testing Week. Donc, il faut savoir que c'est une semaine qui est organisée chaque année, en général la dernière semaine du mois de novembre, donc qui est la semaine qui va précéder le 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et l'objectif de cette semaine-là est de pouvoir solliciter le monde politique, les professionnels de la santé, les associations de prévention de lutte contre le VIH, comme la plateforme Prévention SIDA, à pouvoir mettre en avant des actions qui vont solliciter à mettre fin à l'épidémie du VIH. Et donc concrètement, pour la plateforme Prévention SIDA cette année-ci, lors de cette semaine, nous organisons diverses activités de dépistage, donc que ce soit des rendez-vous qui sont pris au sein de nos locaux pour proposer du dépistage, ou alors ce sont les actions de dépistage en outreach, donc ce sont les dépistages qui sont faits hors les murs, donc qui sont faits avec un dispositif médical. Donc on a un bus prévention. Avec ce bus prévention, on va sillonner différents quartiers, comme Raphaël l'avait cité tantôt, pour proposer du dépistage aux personnes. Et la troisième option qu'on propose aussi, c'est de permettre aux personnes qui ne se sentiraient pas à l'aise de se faire dépister en face d'une autre personne, de pouvoir commander un autotest et réaliser le test chez elles. Voilà. Et donc, peut-être pour vous montrer un peu dans la pratique comment ça se passe. Donc, ici, donc, ce sont des tests unitaires comme ça qu'on va utiliser lors des dépistages qu'on appelle les dépistages en face à face. Et donc, si je peux juste ouvrir. Donc, ce sont des kits individualisés à l'intérieur duquel se trouve tout le matériel nécessaire pour réaliser un test. Et donc, c'est très simple à faire. Donc, c'est une cassette comme ça qu'on a. Et donc, on fera juste une petite piqûre au bout du doigt, comme si on faisait une glycémie. Et avec la goutte de sang qu'on va recueillir, on va faire différentes dilutions qu'on mettra ici dans cette cassette-ci. Et tout de suite, lorsque les 3 solutions ici seront absorbées à l'intérieur de la cassette, on aura un premier point qui va apparaître. Donc, le point signifie qu'au fait qu'on a respecté le protocole par rapport au test. Dans les secondes qui vont suivre, si on a un second point qui apparaît, cela voudra dire qu'il y a de très fortes chances que la personne soit entrée en contact avec le VIH. Et en ce moment-là, le protocole nous oblige, vu qu'on est en face d'un test rapide ici, à pouvoir faire une prise de sang qui va confirmer qu'effectivement, on est en cas d'une personne qui est porteuse du VIH. Et c'est en ce moment-là que la personne reçoit son traitement. Et l'autre possibilité aussi qu'on a, c'est de pouvoir commander des autotests ainsi. Donc, il faut savoir que normalement, ces tests sont des tests qui sont vendus en pharmacie au prix de 28 ou 30 € en fonction de la pharmacie. Mais nous, dans le cadre de ce projet-là, et toujours dans cette optique de pouvoir favoriser le dépistage, emmener les personnes à se faire dépister, ces tests sont proposés gratuitement par la plateforme. Donc, vous avez la possibilité via notre site Cool & Safe ou la page Facebook Cool & Safe de pouvoir commander un autotest gratuitement et nous, on vous l'envoie chez vous à domicile et tout seul chez vous, vous réalisez votre test. À savoir que lorsqu'on vous envoie ce test, il y a tout un descriptif qui va avec pour vous expliquer comment le test se passe. Et si jamais vous avez besoin d'aide, il y a un numéro de contact qui est aussi mis avec pour que vous puissiez appeler, pour qu'on puisse vous apporter l'aide nécessaire. Alors, ces packages, ils sont fiables à combien de pourcents? Donc, il faut savoir qu'ici, vu que nous sommes sur des tests rapides, nous ne sommes pas sur une sensibilité à 100%,
Mais je dirais dans 98 à 99% des cas, lorsque l'un des tests ici va réagir, on est quasi sûr qu'à la confirmation, le test sera positif. Donc pour revenir aux personnes qui sont atteintes du VIH, est-ce que ces personnes sont des personnes à risque au Covid, vu que leur système immunitaire est affaibli? Donc je pense que c'est une question aussi qui est tout de suite venue sur la table du monde scientifique. Et de façon unanime, on part sur le principe qu'une personne qui a une charge virale indétectable, donc je précise, pour une personne qui est sous traitement et qui a une charge virale indétectable, et donc elle a une très bonne immunité, et donc cette personne n'est pas plus à risque qu'une personne séronégative. Par contre, si on est en face d'une personne séropositive qui est en phase de démarrage de son traitement ou qui n'est pas sous traitement, cette personne n'aura pas une immunité assez satisfaisante. Et donc, pour ce genre de personnes, je dirais oui, elles seront plus à risque de développer le Covid qu'une personne séronégative. Mais en tout cas, une personne séropositive qui est sous traitement, qui est en charge virale indétectable, elle n'est pas plus à risque qu'une personne séronégative pour contracter le Covid. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, parce que vu que c'est une maladie chronique, le VIH, les personnes pourraient se dire, oui, tiens, je suis plus à risque de développer le Covid et pouvoir se restreindre certaines actions. Et donc, je rappelle qu'au fait, une personne en charge virale indétectable qui suit son traitement, n'a pas plus de risque de développer le Covid qu'une personne séronégative. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Alors ainsi, j'invite Raphaël à rejoindre Trésor pour nous expliquer, pour conclure justement cette émission. Savez-vous que le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida? Cette journée est l'occasion de rappeler qu'il faut continuer à faire attention à sa santé sexuelle, à lutter contre les discriminations envers les personnes qui sont atteintes du VIH. Même pour les personnes qui ne sont pas séropositives, ça concerne tout le monde. C'est pour ça que tout le monde doit s'informer. Pour cela, notre association a mis en place des outils afin d'informer les personnes concernées. C'est-à-dire des actions digitales sur notre page Facebook, ainsi qu'inciter les personnes qui sont solidaires envers les personnes atteintes du VIH à porter le ruban rouge. Je passe la parole à mon collègue Trésor. Merci. Et moi, mon mot de fin sera de dire qu'aujourd'hui, nous avons tous les outils nécessaires pour mettre fin à l'épidémie du VIH. Et parmi ces outils-là, le dépistage représente l'une des clés majeures. Et c'est pour cela que je lance l'appel pour que chacun d'entre nous puissions profiter de cette occasion qui nous est offerte lors de la Testing Week, donc à savoir du 20 au 27 novembre, à pouvoir utiliser l'une des stratégies de dépistage que propose la plateforme Prévention SIDA, que ce soit les dépistages en face à face sur rendez-vous dans nos locaux, donc à la place de la vieille Alloublé au numéro 2829 1000 Bruxelles, ou alors que ce soit lors de nos activités en extérieur de dépistage avec le bus santé, ou en commandant simplement un autotest à réaliser chez vous. Et donc, vous trouverez toutes ces informations-là sur le nouveau site à destination des populations étrangères qui a été mis en place par la plateforme Prévention SIDA. Et ce site, c'est www.coolandsafe.org ou en visitant simplement notre page Facebook coolandsafe.org. Je remercie chaleureusement Trésor et Raphaël de nous avoir honorés de leur présence sur notre plateau et j'espère que vous allez leur donner de la force nécessaire sur les réseaux sociaux et à savoir commander gratuitement le kit de dépistage qui est totalement gratuit sur leur site internet. Merci et à la prochaine.